Podol, qui signifie porte-parole, est une chanson du 4e album du multidimensionnel Blick Bassi, intitulé 1958. Dans ce bijou édité en 2019, l'artiste rend hommage à Ruben Oumniobé, leader nationaliste tué en 1958 justement. Mais également, il invite sa nouvelle génération à reprendre le combat de la lutte pour l'indépendance et l'autonomie du Cameroun. Pas besoin de comprendre la langue bassa pour être enivré par l'élégance des arrangements et la beauté des mélodies qui voguent entre folk, soul et blues. C'est du très grand Blick Bassi comme on l'aime, c'est du grand art. Évidemment, je vous le recommande. Bali a été le second siège de la famille royale du clan Bell après qu'elle fut déplacée du plateau de Jos par l'administration coloniale allemande dans le cadre du projet d'expropriation qui coûta la vie au roi Rudolf Douala Mangabel, à Adolphe Ngosodine et à de nombreux martyrs camerounais en août 1914. Bali, et plus exactement Dikolo, est aujourd'hui le théâtre d'un incroyable hold-up foncier. Bonjour Michel Loki. Bonjour José Vicky. Comment allez-vous? La santé est bonne. Pour le reste, j'ai connu des jours meilleurs. C'est pas très bon pour le moral, ce que je vois là. J'ai été surpris, très surpris d'ailleurs, que vous souhaitiez commencer cette promenade dans votre vie, dans votre parcours par Dikolo Bali. Parce que je ne vous ai pas beaucoup entendu sur la question, justement. Oui, peut-être parce que je suis terriblement proche de la question. Ma mère est née juste derrière le bloc que vous voyez là. La maison dans laquelle elle a grandi et dans laquelle j'ai grandi, partie en tout cas, se trouve là. Donc pour moi, ceci a une saveur particulière. Et puis, dans le contexte qui est le nôtre, peut-être que mon émotion aurait pu être mal interprétée. Je crois que c'est quelque chose qui est particulier pour moi. Je suis belle par ma mère. Je suis Douala 100%, comme on dit. Comme on dit chez nous, parce que mon père est d'un autre côté de Douala 1er d'Aquanor. Et donc oui, ça a une importance particulière, mais je crois que la douleur que l'on ressent quand on est ici, on la ressent partout où les égoïsmes permettent de semer la destruction. Quel est votre point de vue sur la question? C'est l'éternelle histoire du pot de terre contre le pot de fer, n'est-ce pas? Est-ce que le plus important dans la vie, ce sont les intérêts ou est-ce que c'est la vie elle-même? Je regarde autour de moi et peut-être qu'on peut voir des gravats. Moi, ce que je vois, c'est des rires, c'est des espoirs, c'est des naissances, ce sont des célébrations de mariage. Je vois là-bas, je crois, une tombe. Et si elle est en dessous comme ça d'un bâtiment, c'est que ceux qui restaient derrière ne voulaient pas que leur être cher s'éloigne trop. Donc, est-ce qu'au nom des intérêts capitalistes de quelques-uns, ceci doit disparaître? Je crois que nous savons tous quelle est la réponse à cette question. En tant que juriste, j'aurais des tas de choses à dire, mais très honnêtement, ce n'est pas ce qui me reste quand je vois cet endroit. Mais est-ce que la vraie problématique ne devrait pas être de savoir comment protéger les terres autochtones contre le pouvoir de l'argent? Oui, en partie, mais ce qui me gêne dans cette manière de l'appréhender, c'est qu'elle sous-entend que s'il ne s'agit pas de terres autochtones, quelque part, ce n'est pas aussi important. Elle sous-entend que si l'intérêt général, parce que c'est une partie du discours du dominant, si l'intérêt général commande
de récupérer des terres autochtones, alors c'est de l'égoïsme de demander à les préserver. Elle suggère que Douala a une place particulière et que des personnes dont les ancêtres sont nés ici doivent s'habituer à ce que leur village, il y a quelques décennies ou quelques siècles, devienne une métropole. Mais je crois que le débat, il n'est pas celui-là. Je pense que le vrai débat est, en tant que communauté, comment est-ce qu'on crée l'équilibre entre ce qui relève de l'héritage, ce qui relève de la transmission et ce qui relève du présent, de l'instant, et encore une fois des intérêts capitalistes. Et je pense que appréhender comme ça, peu importe si on est autochtone ou si on ne l'est pas, la question n'est pas là. La question est quels sont les droits fondamentaux qu'on veut préserver. Je m'interromps un instant parce que ça, vous savez ce que c'est? Ce sont des plants de tomates et vous voyez ici qu'ils commencent à fleurir. Et je crois que c'est ça qui est important. Quand vous avez décidé de partir du Cameroun, il y a 2 ans environ, vous disiez à l'époque que c'était parce que votre sécurité n'était pas assurée. Mais je me demandais si votre intention de briguer la présidence de votre parti politique, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, va dans le sens d'arranger les choses ou de les empirer. Je ne sais pas. Et comme j'ai déjà répondu, parce que la question revient, je ne m'en préoccupe pas. Je crois que ce n'est pas ça qui est important. Qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, c'est ce que nous pouvons faire pour que ce Cameroun devienne un endroit désirable. C'est ça qui est important. Quelle est la contribution qui peut être la mienne? Comment est-ce que je peux encourager les plus jeunes, les femmes, à contribuer eux aussi? Et je pense que ce que l'on peut faire est extraordinaire. Ce que l'on peut faire n'a pas de limite. Regardez cet endroit. On aurait pu croire que le plus fort était connu. Oui. Et que le plus fort, c'est celui qui a la police, qui a les camions anti-émeutes, qui a les armes, qui a l'argent. Et que si le plus fort a décidé que des pauvres personnes qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas de relation, etc., doivent finir à la rue, Dieu sait où, peu importe, eh bien c'est comme ça que ça va se passer, c'est comme ça que ça va se terminer. Et puis là, vous voyez, les gens de rien, comme j'aime les appeler parfois, se sont levés, se sont souvenus qu'ils n'étaient pas des gens de rien, que leur voix pouvait compter, être entendue, et ont mis leurs voix ensemble et ont créé une harmonie qui a arrêté le puissant. C'est pour ça que je reviens, parce que finalement, il ne s'agit pas tellement de moi, il s'agit du concert et de la force que nous pouvons être ensemble. Et je ne peux pas penser à un nous et un ensemble en dehors d'ici, en dehors de ma terre. C'est ma terre où je m'assois. Quelle est la prochaine destination, Michel Ndoki? J'aimerais bien que l'on aille de l'autre côté, chez moi, à Bounama, à Kouanor. Mais puisqu'on n'est pas très loin, il y a un autre endroit que j'aimerais bien que l'on revoie, c'est le lycée Josse. D'accord, allons-y. C'est ma terre où je m'assois. Ma rivière, l'eau que je bois. C'est en 1954 que le Collège classique et moderne de Douala, créé en 1951, devient lycée Josse de Douala. C'est l'un des plus anciens établissements d'enseignement secondaire au Cameroun. Il s'étend sur 4,25 hectares dans le quartier administratif du plateau de Josse, au sud de Bonanjo, dans la commune d'arrondissement de Douala. Michel Ndoki, de passer par la case lycée Josse pour vous raconter. C'est une grande partie de ma vie, le lycée Josse. C'est beaucoup de souvenirs, mais je pense que c'est ici que ma conscience politique est née quelque part. Ah oui, c'est ici que les graines de l'activisme ont germé? Oui, je crois. Quand j'étais en seconde, on devait défiler.
Et cette année, alors on arrivait en 88, 89, Oui. c'était les années de... C'était juste avant les années de Braise. Donc, nous, on considérait que ce pouvoir, cet État ne protégeait pas. On commençait à penser à ce qu'il faisait, il ne faisait pas bien pour le peuple camerounais. Donc, on trouvait que c'était anormal de faire allégeance en défilant. Et nous avons décidé de boycotter. Alors, ce n'était pas possible de refuser d'y aller. Ce que nous avons décidé de faire, c'était de refuser de défiler correctement. Donc, on a refusé de tenir les rangs, on a mis la pancarte du lycée à l'envers et puis on passait en dansant, en sifflotant, en bavardant entre nous. Est-ce qu'il y a eu des sanctions? Oui et non, enfin pas directement. En tout cas, c'est plus tard que j'ai su que notre passage en classe supérieure avait été obéré à cause de ça. Bon. C'est une époque. En tout cas, j'ai beaucoup de bons souvenirs ici. Juste là, je crois. Où ça? Juste là, à cet endroit-là en particulier. Allons-y, qu'est-ce qui s'est passé? On était assis là, c'était mon premier petit ami à l'époque. Et puis, on bavardait. Je pense que nous avions une posture ou une pose qui n'était pas très décente. C'était le premier baiser? Même pas, mais apparemment ça y ressemblerait. C'est la première fois que j'ai entendu le mot bécoter. Parce que le proviseur, parce que là c'est le bâtiment administratif, le proviseur est sorti, il nous a surpris là. Le vrai premier baiser, c'était quand alors? Un petit peu plus tard, je crois l'année d'après. Vous aviez quel âge? 16 ans, entre 16 et 17 ans. Un peu précoce quand même dans cette affaire. Oui, pour le baiser, oui, effectivement. Et pour le reste? Pour le reste, c'est venu plus tard. Moi, je viens d'une famille très stricte par rapport à tout ça. Donc, ma mère me disait c'est 18 ans et pas avant. Et donc, j'ai fait ça. On a retrouvé l'un de vos petits camarades de la mutinerie. Incroyable. La Michel Doki que je connais est une personne solaire. Vous savez, depuis notre tendre jeunesse, elle a toujours dégagé une énergie positive à travers une attitude souriante, aimable et une tranquillité d'esprit permettant aux autres de se réajuster à ce juste équilibre. C'est une amie qui rayonne et apaise les autres par sa simple présence. Aussi, quand vous apprenez à mieux la connaître, vous serez frappé par sa vive intelligence, son honnêteté, sa générosité, son courage et surtout son amour zélé pour le Cameroun. Je crois qu'elle aime ce pays aussi fort qu'elle aime ses enfants, ses parents ou sa famille. C'est incroyable. Cameroun, c'est l'un de mes plus vieux amis et aujourd'hui, les mers nous séparent. Il y a beaucoup de choses qui remontent et puis il dit des choses extraordinaires. Merci beaucoup pour ça. Qu'est-ce que vous rêviez de faire plus tard comme métier quand vous étiez ici au lycée Jos? J'avais dit médecine à un moment et puis à un moment je voulais faire du marketing. Mais ma vie en a décidé autrement. J'ai rencontré le droit par hasard, un peu contrainte et forcée par mon père. Je suis l'aînée, donc la rigueur je devais montrer l'exemple. Et c'est quand je suis arrivée à la fac de droit que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était ça ma place. Je crois que je serai toujours une femme de droit. En 1998, vous posez vos valises chez Marie-André Ngoué. Marie-André Ngoué, oui, un petit peu plus loin dans la rue. Comment ça s'est passé? En terminant mes études, je suis rentrée au Cameroun en novembre 1997. Oui. Et puis, bon, comme n'importe quel jeune chercheur d'emploi, j'ai déposé des CV un peu partout et des demandes d'emploi. Et puis, j'ai passé des entretiens quelque part, à la Mobile à l'époque. Je n'ai pas été retenue, mais la directrice juridique de l'époque avait apprécié ma candidature
Et donc, quand elle a entendu Maître Ngoué mentionner qu'elle cherchait une collaboratrice, elle lui a envoyé mon CV. J'ai passé un entretien et voilà. Cette dame a transformé ma vie. J'ai passé 5 ans dans son cabinet. Elle m'a fait aimer le droit passionnément parce qu'elle a une passion pour le droit. Et comme je lui ai dit quand je partais au bout de 5 ans, vous avez transformé un potentiel en compétence. Je lui voue pour ça une reconnaissance éternelle. Alors vous êtes parti de chez Marie-André Ngoué pour un précurseur de la téléphonie mobile. J'ai fait un petit passage chez PricewaterhouseCoopers, ou plutôt chez FID Africa dans la branche juridique et fiscale de PricewaterhouseCoopers. Et après, oui, je me suis retrouvée chez un opérateur de téléphonie mobile. Chez qui vous avez mis à peine 8 mois et ça. Vous avez pris la poudre d'escapette. Oui, Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous êtes instable? On peut dire ça. Disons que si on veut Ou alors vous vous trouver mes ennuyez vite? domaines, non, si on veut trouver mes domaines de stabilité, ce n'est pas dans le domaine professionnel qu'il faut chercher. Il y a des endroits de ma vie où je suis beaucoup plus stable. Mais c'est vrai qu'au niveau professionnel, j'ai besoin d'être stimulée, j'avais besoin de défis, Et il se trouve que quelques mois après mon arrivée chez Orange, il y a cette opportunité dont on m'a parlé chez Guinness Cameroun qui est devenue Diageo. Et c'était l'opportunité de devenir directeur juridique dans un environnement anglo-saxon, dans une multinationale anglo-saxonne. Et c'est une opportunité qui m'appelait trop, je ne pouvais pas résister. Par la suite, on ne vous comprend pas tout à fait. En quittant le téléphoniste pour le brasseur, Oui. Je crois qu'il y a plusieurs zéros qui s'ajoutent sur votre fiche de paie. Oui. Une fois là-bas, Ça suffit toujours pas. je ne sais pas si ça ne suffit pas, mais il se trouve qu'il y a cette opportunité de diriger le projet de lutte contre la corruption. Et votre directeur général de l'époque, Steve Gannon, vous dit quand même, Michel, il faut savoir que c'est moitié moins bien payé. C'est vrai. Mais vous y allez. Oui. Vous n'êtes pas une femme d'argent? Non, je ne crois pas. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, vraiment, j'ai une vie confortable. Surtout quand je regarde l'environnement dans lequel je vis. J'ai une vie confortable. J'ai une rémunération vraiment plus qu'appréciable, beaucoup d'avantages. Mais je ne suis pas bien. Et je pense que ça correspond à l'époque où je commence vraiment à me dire je ne peux pas continuer à râler à propos de ce qui ne va pas dans mon pays. Si je ne fais rien, alors je me tais. Et dans ma carrière au sein de Guinness Cameroun, ça fait 4 ans, 5 ans que je suis là. Il s'agit d'envisager la prochaine étape, soit un poste régional, soit un poste de direction générale dans une filiale du groupe. Donc il faut partir. Et je ne peux pas partir. Je ne peux pas me résoudre à partir. Et c'est à ce moment-là que ce projet, parrainé par Guinness, de lutte contre la corruption, ou plutôt de promotion d'un comportement intègre en entreprise, est mis sur pied en partenariat avec GIZ, qui était GTZ à l'époque. Et ça me branche parce qu'on est en train de parler de devenir des modèles d'intégrité, d'impulser un comportement différent dans le monde des affaires. Et j'ai envie de faire ça. Effectivement, c'est beaucoup moins bien payé que mon salaire. C'est le passage dans ce projet qui a motivé André Fotso de Regretter Mémoire, ancien président du GCAM, de vous appeler pour le centre d'arbitrage? Alors, c'était deux choses concomitantes, oui, je dirais plutôt. Maître Marie-André Ngoué, on y revient, était en train de collaborer à la remise sur pied de ce centre d'arbitrage. Aujourd'hui, elle dirige le centre d'arbitrage du GCAM. Et je lui ai dit que j'étais partie de Guinness Cameroun. Et elle a parlé de moi avec André Fotso. Et nous nous sommes rencontrés, j'ai envoyé mon CV, etc. L'idée, c'était que je travaille sur les 2 projets, puisque c'était un travail de consultant. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, la boucle se boucle et vous revenez à l'avocature. Exactement. Et puis, voilà, après 7 années et demie d'expérience, et après avoir tourné la page définitivement du salariat, je me dis, bon, la suite, c'est ça. Je vais enfin devenir avocat.
La suite prend des allures exceptionnelles avec le premier prix du concours de plaidoirie contre la peine de mort. Oui, c'est vrai. Il y a Après, un grand ça s'est sourire enchaîné. Oui, c'est un très qui grand irradie sourire. votre visage Chaque fois que quand je pense à dis ça. Chaque fois que je pense à ça, c'était un grand moment. C'était vraiment un grand moment. J'ai eu le bonheur de faire la connaissance, de serrer la main et d'écouter Robert Badinter. Pour nous, avocats, c'est une référence mondiale, Robert Badinter. Le travail qu'il a fait pour l'abolition de la peine de mort en France est extraordinaire. Et ça, pour moi, c'est la quintessence de l'avocat et de l'avocat d'exception. Arriver à plaider et à convaincre toute une nation de basculer comme ça sur une question aussi délicate et aussi fondamentale, parce que participer à ce concours de plaidoirie, de remporter le concours de plaidoirie et de pouvoir échanger là-dessus avec Robert Badinter, c'est encore quelque chose qui me fait briller les yeux. On va à Aquanor. Michel, Chez moi, chez mes parents. C'est l'endroit que je considère comme étant l'endroit où vous allez j'ai plus en paix. grandi. C'est l'endroit où je me sens le plus en paix. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ndoki. Bonjour mon fils. Comment allez-vous? Oh, par la grâce de Dieu, ça va? Est-ce que c'est facile d'être le père de Michel Ndoki? Ah, est-ce que c'est facile de répondre à ta question? Je ne sais pas. De toute façon, elle a développé très rapidement, à un âge vraiment jeune. Elle devait avoir 3-4 ans, une personnalité. Et des années durant, elle est restée dans cette logique. Mais elle sait tout de même ses limites. Et elle adore ses parents. C'est parce qu'elle est l'aînée et vous vouliez le marquer dans du marbre que vous l'avez prénommé Michel comme vous? Ben, pas nécessairement parce qu'elle est l'aînée, mais tout simplement parce que à l'époque, avoir un enfant, alors qu'on était tous jeunes, premiers... Vous aviez quel âge quand vous l'avez eu? Ah oui, là c'est vrai, j'avais 30 ans. C'était donc avec beaucoup de fierté. Pendant toute la grossesse de sa maman, on n'a pas voulu faire d'échographie pour connaître le sexe. Et je lui ai dit de toute façon, n'importe comment, fille comme garçon, Michel, ça me va très bien. Elle était quel genre de petite fille? Elle n'était pas nuisible, mais elle n'acceptait pas de l'injustice. À son âge très tôt, elle n'acceptait pas que le personnel domestique, Oui. qui était pourtant aux petits soins ici, qu'on l'interpelle. Ah oui. Ah oui, elle les défendait, c'était incroyable. Non, papa, je n'accepte pas ça. Hein, vous trouvez que c'est normal? Je dis, mais que normal comment? Ils travaillent, est-ce qu'ils ont manqué leur salaire un seul mois? Mais non, mais la façon de leur parler, on leur parle comment? Donc, dans votre propre maison, vous aviez la première opposante qui était Michel Ndoki. Oui. Ah, oui. Ah, oui. Voilà, messieurs, vous allez goûter une de mes petites mixtures. Voilà pour vous. Il était quel genre de père pour vous? À la fois protecteur, exigeant. Hein, papa? Tu as été un bon père. Qu'est-ce que vous faites bien d'autre à la cuisine, hormis ce thé? J'ai grandi en grande amoureuse de la pâtisserie. Donc, je suis réputée dans la famille pour les gâteaux. Hein, papa? À l'époque, même quand j'étais au lycée, je me souviens que pendant les grandes vacances, j'ai voulu, je crois en 3e ou en seconde, hein, en faire un job de vacances, faire des pâtisseries pour venir les vendre dans les bureaux. Et j'aime la cuisine en général. Je trouve que c'est une très belle manière de se détendre et que c'est une très belle manière de donner de l'amour aux gens. Ils sont là, vos garçons, en parlant d'amour. Ah oui, oui, ils sont là.
Alors, Antoine, Samuel. Bonjour Samuel. Bonjour monsieur. Elle est quel genre de maman? Elle sait s'occuper de ses poussins, mais il ne faut pas la chercher chez nous. Qu'est-ce que ça a donné la dernière fois que vous l'avez cherchée? C'était une très très longue conversation, très très dure. Oui, parce que c'était à distance. Elle n'était pas... Ah, elle n'était pas là. J'ai failli dormir dehors. D'accord. Qu'est-ce que vous lui souhaitez à votre maman? Pour moi, le plus important, c'est qu'elle soit heureuse. Samuel, quand vous parlez à votre maman en 2019, si c'est exact, après tous les événements qui auraient pu lui coûter la vie et que vous lui dites au téléphone, maman, tu as compris maintenant, est-ce que tu vas arrêter ça? Qu'est-ce que vous voulez lui faire passer comme message? Que c'est dangereux et que il y a des risques à ne pas prendre pour soi et pour ceux qui t'entourent. Elle a survécu à ce qui lui est arrivé, mais dans le cas contraire, non seulement ça lui aurait coûté à elle, mais ça nous aurait aussi coûté. Et ça m'aurait beaucoup chagriné. Donc, je n'aimerais pas qu'elle prenne ce risque encore. Mon petit doigt me dit que vous êtes en construction de votre identité de rappeur. Vous serez quel genre de rappeur? Un rappeur engagé à la Rof, à la Kerry James, ou un rappeur à l'eau de rose? Votre petit doigt vous dit ça comment? J'ai envie de comprendre. C'est toute l'information pour un petit doigt. J'ai peut-être aidé un petit peu, pour être Je me honnête. suis dit aussi. Je n'ai pas d'objectif. Enfin, d'objectif en... C'est-à-dire, à quel rappeur je veux ressembler. Oui. J'ai plus un objectif sur l'impact. Oui. Donc effectivement, dans ce cas-là, je veux dire que je vais plus être du côté de Kerry James parce que, bien que moi, avant tout, j'aimerais aimer ma musique, j'aimerais aussi faire passer un message. Oui. Parce que il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas, qui lèguent à beaucoup de conflits. Et je trouve ça dommage. Donc j'aimerais pouvoir passer un message pour éviter certaines situations dans la vie. Merci les garçons. Michel, donc, qui est le premier du nom. Vous êtes installé dans ce quartier depuis combien d'années? Ça fait 79 ans que je suis né ici. Il a beaucoup changé depuis le Ah temps. oui, oh non, ça n'a plus rien à voir. C'est clair, ça a changé beaucoup et ça a changé très vite. Mais il y a des endroits qui restent pareils. J'y vais souvent. Ce qu'on appelait le Dibo à l'époque, de l'autre côté de la route. Moi, j'allais me baigner quand j'étais enfant. Alors, on va se baigner? Peut-être pas, mais au moins on va aller découvrir parce que vraiment c'est un endroit, il faut que je vous montre ça. J'ai mon Bermuda, je ne sais pas si vous avez votre maillot de Non, bain. j'ai pas mon maillot. Donc c'est définitif, on ne se baignera pas. À bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Ah, regardez qui est là. Salut toi. C'est ma vie de star. Monsieur Jean-Yves Youn, c'est un frère. On ne peut pas dire ça autrement. On se connaît depuis... On est né. Presque. Non, plus que ça, parce que son père, c'est l'ami de mon père, c'est l'ami d'enfance Voilà. de mon père. Ah, ok. Donc, voilà. C'est ce que j'appelle une amitié générationnelle. Qu'est-ce que vous pensez de votre presque sœur ou de votre sœur, Michel Ndoki? J'admire son courage. Je lui tape sur les doigts toujours parce qu'elle abandonne mes enfants pour le Cameroun. Mais elle est habitée par ça. Merci Jean-Yves Youn. Je vous en prie. Allez, On se dit à plus tard. Oui. Au plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. Vous êtes comme un poisson dans l'eau là. Oui, c'est vraiment chez moi. Bien bonjour. Et là, c'est la maison de mon grand-père, James Ndoki. Et là, c'est mon oncle, celui qui vient juste avant papa. Ok. Et à l'époque, quand je venais, j'avais pas des talons de 8 cm. Ça a énormément changé. Que vous inspire J'aurais pu me laisser. ce spectacle aujourd'hui, de cet endroit? Je suis très heureuse de voir la vie. Je suis très heureuse de voir que la jeunesse au travail. Mais
je trouve qu'il y a tellement de choses qui s'en vont en même temps qu'on ne garde pas. La beauté de cet endroit. Le côté paisible, pour moi, c'est ce qui me manque le plus. C'est vraiment dommage qu'on ait perdu ça. Je crois qu'on peut se développer, accueillir beaucoup plus de monde, beaucoup plus d'enfants et garder cet esprit. Et j'espère avoir l'opportunité à l'avenir d'aider à le restaurer en tout cas. Que vous inspire cette chanson? L'Afrique éternelle. C'est une chanteuse botswanaise que j'ai découvert il n'y a pas longtemps qui s'appelle Ma aussi. Et j'admire non seulement les sonorités et la sensualité. Oui, la sensualité, mais justement dans la chorégraphie, parce qu'il y a le son, mais il y a l'image. Et quand vous voyez les jeunes filles et ces jeunes hommes qui dansent, on ne peut pas s'y tromper, c'est l'Afrique. C'est tellement à la fois joli, précis et naturel. C'est important pour vous qu'une femme soit sensuelle, belle? Très, très. La beauté, c'est important. Okay. C'est très important. Mais j'ai envie de dire que ce qui est important, c'est que ça sorte de l'intérieur. Malheureusement, on nous enseigne à faire venir la beauté de l'extérieur, hein, à corriger la peau, à corriger les cheveux, à corriger les sourcils, les cils, maintenant tout. En parlant des cheveux, vos dreads, c'est venu de l'intérieur ou de l'extérieur? Ben justement, je me suis demandé à un moment si je n'allais pas essayer de voir si je laissais mes cheveux, pour prendre cet exemple-là, être ce qu'ils sont, qu'est-ce que ça ferait? Et ça fait bientôt 7 ans, hein, depuis 2017, 5 ans que ça dure, et je suis très contente du résultat, mais imaginez-vous que c'est en 2017 que je les ai vus pour la première fois tels qu'ils étaient, ou en tout cas que je les souvenir de les avoir vus, tels qu'ils étaient au naturel, sans être tressés, lissés, défrisés, cachés derrière des mèches, etc. C'est impressionnant. 2017, j'avais quel âge? Vous allez les garder longtemps encore, les dreads? Je crois, oui. Oui? Okay. J'étais en train de faire un concours intérieur avec Bob Marley. Je crois qu'il y arrivait ici, j'ai de la marge. D'accord. On arrive au moment de cette émission où je dois vous amener en destination secrète. Oh. Mais pour ça, un peu plus loin, je vais devoir vous bander les yeux. Ah. Et vous augmentez la difficulté. Vous êtes en panique? Un peu. Je peux vous dire à quel point je n'aime pas les surprises. Quand j'étais enfant, quand je commençais un livre, je lisais les 3 ou 4 premières pages et je lisais les 10 dernières pages. D'accord, vous êtes une impatiente. J'ai besoin d'avoir le sentiment que je sais où est-ce qu'on va. Et c'était ça. Vous aimez donc tout je devais contrôler. connaître exactement. Vous aimez et tout je sais contrôler. que c'est impossible. Alors les yeux bandés, l'endroit secret, c'est le contraire de ce qu'il me faut. Mais bon. On va y aller quand même. On va y aller quand même. Allons-y. Vous faisiez juste une petite beauté, je ne savais pas que vous changiez. Oui, il faut que femme varie. D'accord. Alors je vais devoir vous bander les yeux pour y aller. Après une pause fraîcheur et un changement de toilette, José Vicky de Ngensona conduit Michel Ndoki pour la destination secrète à Beidi, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. C'est ici, non loin de l'hôpital général, que l'avocate a essuyé, il y a presque 3 années, des tirs de flushball à bout portant. Seigneur, vous savez que j'ai jamais remis les pieds ici. Incroyable. Mais comment vous avez retrouvé cet endroit? Parce que je suis un peu professionnel quand même. Incroyable. Qu'est-ce que ça vous rappelle comme souvenir? Le 26 janvier 2019,
Je pense que c'est ici que je me suis fait tirer dessus. Je crois que j'étais là-dedans. Incroyable. Waouh. Ils vont écrire ça dans les livres d'histoire, vous croyez? Je peux? Bonjour. Bonjour. Mon Dieu, j'avais l'impression que c'était plus grand. Ça a dû changer un peu, c'est pas possible. Elle est en train de dire. J'étais en train de dire que... C'est ce que j'étais en train de dire. Vous vous rendez compte? Waouh! Si c'était à refaire, vous le referiez? Me faire tirer dessus, certainement pas. J'ai du mal à croire que c'est vraiment ici que ça s'est passé. Il paraît qu'on avait tiré sur son enfant. Je n'étais jamais revenue ici. Et c'est une surprise, je ne savais pas qu'on venait ici. Il paraît qu'on avait tiré sur votre enfant. Oui, voilà le bébé, on a tiré sur moi et sur le bébé ici. Et vous avez vraiment le sentiment que c'est moi qui ai amené ça. Vous avez vu qu'on m'avait tiré dessus aussi. Ce n'est pas vous qui avez amené. Ok. Vous aviez fui, vous êtes entré chez moi, on nous a retrouvés dedans. Et vous, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Même passé dit, madame. Je suis jamais revenue ici. Mais je ne pouvais même pas retrouver. C'est lui qui a retrouvé. Moi, je n'ai plus jamais remis les pieds. Vous imaginez ce que j'ai fait depuis? J'ai dû fuir Douala pour aller me cacher jusqu'à l'ouest. J'ai essayé de quitter le Cameroun. Je suis allée en prison. Et ensuite de ça, il y a eu les procès et tout ça. Et j'ai dû fuir à nouveau le Cameroun. Je suis rentrée il y a 3 ou 4 semaines à peine. Vous voyez que je me souviens qu'on m'avait dit qu'on avait tiré sur votre enfant. Je serais revenue. Je ne pourrais même pas reconnaître l'endroit. Je suis vraiment désolée, madame, de ce qui vous est arrivé. Je ne pouvais même, j'étais même pas sûre que c'était ici. Je suis vraiment désolée de ce qui vous est arrivé. Et vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est de vous entendre dire ça. Parce qu'en fait, pendant des mois, on a raconté que j'ai maquillé ma jambe. Que j'ai maquillé ma jambe, je mens, on ne m'a pas tiré dessus. Donc, de vous entendre dire que ça s'est vraiment passé, vous ne pouvez pas imaginer. On ne va pas vous déranger plus longtemps. Je suis vraiment, vraiment désolée de ce qui vous est arrivé. Vraiment. Je ne savais pas que j'allais vous retrouver. Il faut que vous sachiez que je m'en suis voulu pour votre enfant. Je fuyais pour protéger ma vie. Si j'avais pu éviter, je l'aurais évité. Je suis... Ah, laisse arrêter. Merci beaucoup. On vous laisse. Ça va aller? Oui, bien sûr que ça va aller. J'ai mal pour elle. Parce que, vous savez, nous, on s'entraîne en se disant qu'on a choisi. Elle faisait que s'occuper de sa famille. Sa première réaction, c'est de dire « vous avez fait, on m'a tiré dessus ». C'est pas ce qu'elle essaye d'exprimer. Ce qu'elle essaye d'exprimer, c'est qu'elle a tout fait pour rester à l'écart de toute forme de contestation, de toute forme de revendication, et que ça n'a pas suffi. Elle a quand même risqué sa vie parce qu'au bout d'un moment, c'est ça, la différence se fait entre ceux qui essayent de créer un monde différent et ceux qui disent, moi, le monde tel qu'il est là, je vais gérer avec. Et on finit par en vouloir à ceux qui essayent de faire quelque chose de différent, même si c'est quelque chose de mieux, de prendre des risques, parce qu'ils ne prennent pas des risques que pour eux, ils prennent des risques pour tout le monde. Mais si c'était à refaire, je reprendrais des risques, je pense qu'ils en valent la peine. Je pense que notre pays, je pense que ces enfants en valent la peine. Merci de m'avoir amené ici. Je reviendrai sans caméra. Ce jour-là, Michel Ndoki, Philippe Kangin, votre époux, vous dépose le matin chez Christian Penda Ekoka de regretter mémoire à Daïdo. Et puis quelques heures après, il reçoit des photos de vous, la jambe déchiquetée. Comment il a réagi?
Je ne sais pas, je n'étais pas là. Mais je sais que ce qu'il m'a raconté, c'est qu'il a regardé le téléphone avec horreur et puis qu'il l'a éteint. Parce qu'il ne voulait pas recevoir des dizaines et des dizaines de coups de fil pour lui demander qu'est-ce qui se passait, puisque lui ne savait pas ce qui se passait. Il a juste eu le temps de recevoir un SMS, un message sur WhatsApp que je lui ai envoyé où je lui disais « Hôpital à Djoulouchem maintenant ». Et il a éteint son téléphone et puis ensuite il est venu me chercher. Ça fait partie des choses qui l'ont fait partir? Je ne sais pas, je ne peux pas dire pour lui ce qu'il a fait. Je suis sûre en tout cas que ça a été extrêmement difficile. À partir de là, il ne m'a pas quitté une seconde pendant au moins les 8 premiers jours. Il veillait sur moi jour et nuit parce qu'après mon opération à Djoulouchem, j'ai dû partir. Le médecin-chef disait on ne peut pas assurer votre sécurité et il avait raison. Célestin Jamen s'est fait enlever sur son lit d'hôpital le lendemain. Donc j'ai dû fuir, on a dû fuir un premier endroit et il m'écoutait gémir toute la nuit. Je ne pouvais pas bouger la jambe, c'est lui qui la retournait dans un sens, dans l'autre. J'imagine que c'est terrible pour quelqu'un. Et puis, de voir son épouse comme ça, sa femme comme ça, et que c'est terrible pour soi. Le 3e jour, il m'a dit que le médecin qui venait changer mes pansements ne répondait plus au téléphone. Et puis après, j'ai disparu. Et même lui, il ne savait pas où j'étais, ni si on se reverrait. Quand vous avez lié vos vies, est-ce qu'il savait ce qu'il y avait dans la corbeille de la mariée? La question qui tue. Il savait que j'étais engagée politiquement, ça c'est évident. Maintenant, est-ce qu'il savait que tout ceci allait arriver? Certainement pas, puisque je ne le savais pas moi-même. Vous vous êtes parlé quand pour la dernière fois? Écoutez, je vais vous étonner, il y a quelques jours, 3-4 jours, parce qu'après toutes les péripéties, il a été là pendant tout le temps que j'ai passé en prison, tous les jours, pendant au moins 2 mois, puis tous les jours de visite jusqu'au jour de ma sortie. Et puis ensuite, il est reparti avec les 2 enfants, les 2 plus petits au Canada. Et là, il est de retour depuis quelques jours. On s'est parlé, oui, il y a 3-4 jours. Mais je crois que cette histoire a sonné le tocsin pour notre relation. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Comme à la date, essayons de passer de lourd à léger. C'est un endroit dans lequel j'ai vécu d'ailleurs avec mon mari et dont je garde un certain nombre de très bons souvenirs. J'aimerais bien qu'on aille à Limbé. Okay. On y va? Parfait. Pour passer du lourd au léger, pour emprunter votre expression tout à l'heure, qu'est-ce que vous nous faites écouter sur le chemin de Limbé? Sissou et l'idole. J'entends la musique se glisser. De merveilles de la musique camerounaise. Peine, amour, remords, regret, désir, passion, colère, rejet, peine. Qu'est-ce qui vous touche dans cette chanson? Ce que je trouve extraordinaire, c'est d'écouter 2 artistes très profondément camerounais, des enfants de cette terre-ci, et la manière avec laquelle ils s'approprient une langue qui n'est pas notre langue maternelle. Et d'écouter comment ils apprivoisent même des techniques artistiques qui ne sont pas d'ici. Mêmement, moi qui pensais qu'être amoureux, c'est être heureux, se dévorer. À l'origine appelée Victoria, de 1857 à 1982, en hommage à la reine d'Angleterre, Limbé est une ville côtière située entre mer et montagne, au pied du mont Cameroun. C'est la 2e ville la plus importante de la région du Sud-Ouest et probablement l'une des plus propres du Cameroun. Avec son Wildlife Center, son jardin botanique et sa plage de sable noir caressée par les vagues de l'océan Atlantique, Limbé est une station balnéaire de choix. Tenez, c'est justement au jardin botanique qu'on les retrouve pour la fin de cette promenade. Ça, c'est ma vision du paradis. Cette ville que quand j'étais enfant, on appelait Victoria. Et les plus vieux souvenirs
mon attachement à cet endroit date vraiment de mon enfance parce que à quelques reprises, on est venu ici avec mon père pour visiter le jardin botanique. Et je regardais ça et je me disais, mais j'en aurai un comme ça un jour, quoi. Et ça ne m'a pas quittée, en fait. Je continue de rêver un jour. Un jour peut-être. Vous aimez le silence? Oui. Pourtant, vos prochains jours, vos prochaines semaines, vos prochaines années s'annoncent tumultueuses. C'est vrai, mais c'est ce qui doit être, peut-être, c'est ce qu'il faut faire, peut-être. Mais ce que je veux vivre, là où je veux être, c'est une histoire différente. Je pense que qu'il s'agisse de la vie professionnelle ou de la vie politique, elle ne dure qu'un temps. Ce qui reste en définitive, ce dont on se souvient à sa dernière heure, ce sont des moments comme ceux-là. Le plus important, c'est de ne pas oublier qui je veux être et comment je veux vivre. Et de ne pas le confondre avec ce que je veux faire. Ce que je veux faire, c'est contribuer à rendre à notre terre l'amour dont nous l'avons privé depuis si longtemps. C'est pour ça que vous avez décidé de tuer Maurice Kamto? Je n'ai pas décidé de tuer Maurice Kamto. Voyons. Quel vocabulaire mélodramatique. Absolument pas du tout. Et je l'ai dit, le dire comme ça, je pense que c'est même trahir sa pensée. J'ai décidé de porter son action plus loin. J'ai décidé de porter son œuvre plus loin. C'est exactement le contraire de le tuer. Je crois que c'est au contraire le À quel moment ça a été vivre. clair dans votre esprit? Quand vous étiez encore à Abidjan ou quand vous êtes revenu à Douala? En vérité, ça a été extrêmement clair dans mon esprit au moment où je l'ai dit. Vous savez ce qu'on dit dans la Bible, au commencement était la parole. Mais les premières vrai. lignes de fracture doivent remonter à plus loin. Je ne sais pas si je dois... Je Appelez ça. n'arrive pas à me retrouver dans cette façon de le décrire. Ce ne sont pas des lignes de fracture. Ce sont des désaccords. Oui, je pense que ce sont des désaccords sur la suite à donner à notre cheminement commun. Et c'est normal. Alors qu'une fracture, c'est pas normal. Le mot indique quand même quelque chose qui se passe qui n'aurait pas dû se passer. Il indique qu'il y a de la douleur, il indique qu'il y a de la destruction. Et ce n'est pas du tout comme ça que je vois ce qui est en train de se passer Mais aujourd'hui. vous ne chuchotez plus à son oreille. Est-ce que j'ai jamais chuchoté à son oreille? Disons que je ne me tiens plus à la même place ou que je ne voudrais plus me tenir à la même place, c'est-à-dire derrière lui ou alors avec un t-shirt. J'ai revu cette vidéo que l'on fait circuler un peu malicieusement, j'imagine, depuis quelques jours, où je criais Kamto président. C'est une étape, et c'est une étape dont je me souviens avec tendresse et nostalgie. Je crois qu'on a fait des choses qui me marqueront jusqu'à la fin de mes jours. Maintenant, est-ce qu'on doit en rester là? Non, je crois qu'on a encore beaucoup de choses très très belles à faire. Est-ce que les souvenirs de vos années de jeunesse avec votre... J'imagine que comme toute jeune fille, vous avez une bande d'amis. Est-ce que ces souvenirs-là vous marqueront aussi toute votre vie? J'ai pas du tout été une personne à bande. Et c'est cohérent avec l'idée que j'aime le silence et j'aime la solitude. J'aime pouvoir choisir les moments où je vais vers les autres. J'ai des amis, et vous en avez retrouvé quelques-uns, et ceux-là, une fois que nous sommes amis, nous le restons longtemps. On a retrouvé une aussi. Ah, j'aurais dû savoir que vous vouliez en venir quelque part. Et vous avez fait ça comment? Ma belle est belle, elle est intelligente et elle est importante. Ça, c'est une petite phrase de motivation, d'encouragement, de réconfort que Michel et moi, on s'envoie comme ça quand le moment est indiqué. Ça nous rappelle ce que nous sommes
l'une pour l'autre. Pour la petite histoire, j'ai rencontré Michel il y a plus de 20 ans aujourd'hui, alors que je rentrais dans la vie adulte et qu'elle y était déjà installée depuis quelques années. Et nous nous sommes rencontrés par l'entremise d'une troisième personne. Nous avons passé les années, nous avons été colocataires. Enfin, j'ai été hébergée par Michel parce que c'est ça Michel, c'est sa générosité. Michel elle a des convictions, elle a le cœur qui vibre et qui bat. Et elle suit son cœur, elle suit ses émotions. Parfois, cet engagement-là lui est bénéfique et parfois non. Une chose est certaine, c'est que ma belle, elle est belle, elle est intelligente et elle est importante. Voilà alors ce que j'appelle être une amie. Vous êtes doué. Merci. Mais encore. Vous êtes vraiment doué. Les 3 personnes que j'ai écoutées semblent dire la même chose à propos de moi. Et ça veut dire que j'ai gagné mon pari et j'en suis vraiment très heureuse. J'ai réussi à ne pas me transformer au contact du monde. Et le monde peut vous transformer. Hein. Il peut être tellement dur. C'est vraiment ma prière que cette dureté ne me contamine pas. Quoi qu'il advienne de moi dans l'avenir, que je ne devienne pas présidente du MRC, leader Allez, d'autres tenez, choses. qu'est-ce que vous ferez différemment de Maurice Kamto quand viendra votre tour de vous asseoir à la table du président du MRC? Je crois que j'essaierai de mettre vraiment la base militante au centre et au cœur de la pensée politique. Je prendrai le risque, parce que je crois sincèrement que les processus de décision jusqu'ici, sont marqués par le fait qu'on est dans un environnement où on n'est pas en sécurité. Où conserver l'information, contrôler l'information n'est pas toujours facile. Je l'ai bien vécu dans mon expérience personnelle et c'est la même chose pour Maurice Kamto. Cela impacte la manière d'agir. On a tendance à vouloir prendre les décisions dans un cercle restreint de personnes en qui on a confiance pour être sûr qu'on pourra agir conformément à ses convictions. Sans que la fuite de l'information ne mette nos adversaires en capacité de nous contrer trop tôt. Je crois, moi, en tant que leader, qu'il ne faut pas se laisser submerger par cette peur et ce risque. Et ce que je ferai, c'est exactement l'inverse. C'est de la transparence totale, c'est de l'inclusion maximum pour être sûr que les décisions que nous prenons, les chemins que nous prenons, correspondent à ce que ceux au nom et pour lesquels on les prend attendent et veulent. Je crois que c'est plus important que de s'assurer que les adversaires ne nous empêchent pas d'avancer. You can see yourself. You see as a reflection. Qu'est-ce que vous évoque cette chanson d'Ayo? Pour moi, c'est celle qui symbolise mon parcours. Et votre état d'esprit habituel? Elle dit, malgré tous les obstacles, voilà, malgré tous les handicaps, je ne cesserai de continuer. Voilà. Les chaussures sont faites de force et d'espoir. Oui, effectivement. C'est votre état d'esprit actuel? C'est l'état d'esprit que je veux avoir sans arrêt, effectivement. C'est ce que je veux garder et c'est ce que je veux représenter parce que c'est ce dont les enfants de ma terre ont besoin. Ils ont besoin de force et d'espoir. Et ça ne devrait pas me coûter d'espérer. C'est gratuit. Ça vous a déjà coûté un mari? Oui, mais ce n'était pas l'espoir qui m'avait coûté un mari. C'est l'adversité et je ne confonds pas les deux. Est-ce que vous finirez vieille fille? D'abord, cette expression est absolument horrible. Surannée? Ensuite, non, horrible, au-delà d'être surannée. D'abord,
je suis mère, donc je ne peux pas finir fille. Oui. Et j'ai été mariée 3 fois jusqu'à présent. Donc non, c'est absolument impossible que je finisse vieille fille. Votre cœur est encore à prendre alors? Ou alors pour le moment, il est en mode pause? En ce moment, il est débordant d'amour et je crois que vous l'avez entendu très souvent pour cette terre qui en manque tant. Et puis le reste, ma foi. Nous sommes presque arrivés au terme de cette promenade, Michel Ndoki. Ah, déjà. Avant de nous séparer, j'ai un présent pour vous. Écrivaine et militante féministe, Djaïli Amadou Amal signe avec Cœur du Sahel son 4e roman aux éditions Proximité. Sa démarche littéraire brise les tabous et est un réquisitoire contre la discrimination sociale et la condition de la femme. En 2020, elle a été, avec Les Impatientes, lauréate du prix Goncourt des lycées. Ah, je l'adore, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Ah, je l'adore. Et je me demandais d'ailleurs. Cœur du Sahel, son tout dernier roman. Son tout dernier roman, c'est super comme intention. Et elle me l'a dédié. Oh, vraiment. Je ne vous embrasse pas, mais le cœur y est. Vraiment, merci, merci, merci. Vous savez que vous pouvez si vous voulez. Non, je n'oserais pas. Les femmes en portant le monde portent aussi la force et l'espoir de le changer. Ah, merci. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Merci, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous connaissez la formule. Rendez-vous le mois prochain, à la même heure, sur la même chaîne, pour une nouvelle promenade. Évidemment, si vous voulez revoir cette promenade ou les précédentes, vous pouvez vous diriger vers nos plateformes digitales, notre canal YouTube ou notre page Facebook En Promenade Avec pour avoir les exclus et les infos. À bientôt. C'est fini. Oh, l'émission est finie, ouais.